Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, bon matin. On nous a demandé, la Chambre, ce qui nous fait grand plaisir. Les 9 établissements universitaires sont venus nous voir à la fin de l'automne dernier pour nous demander si on pouvait participer à un événement qui rassemblerait la communauté pour discuter du rôle et de l'importance des universités. Pourquoi la Chambre de commerce juge que les universités sont si fondamentales? Tout simplement parce que nous avons fait collectivement, il y a des décennies, un choix, et c'est celui que la métropole du Québec allait devenir une métropole de l'économie du savoir. Et c'est évident qu'à travers le temps, la communauté a réalisé l'importance des talents stratégiques, l'importance de bien former nos jeunes, l'importance d'avoir une formation qui est bien alignée avec les besoins de l'économie et éventuellement l'importance pour la métropole, non seulement de ses universités, mais des étudiants étrangers qu'on peut y attirer. Bref, pour la Chambre de commerce, les universités sont une des rares pierres d'assises, et il faut bien dire, qui soutiennent l'édifice économique et social de la métropole. Et donc, pour nous, depuis des années, nous nous mobilisons pour que nos universités soient le plus performants, le plus solides possible, et que ces établissements, parce qu'il y en a 9 dans la région, que ces établissements aient un financement adéquat à la hauteur des besoins pour que ce soit d'excellentes institutions de formation. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de parler aussi de nos attentes, de celles qui ne sont pas comblées, de la vision d'avenir qu'on a pour nos universités dans la communauté. Collectivement, au Québec, il y a un grand débat, il y a une grande discussion qui a lieu. Parfois, c'est une discussion sur les niveaux de financement, parfois c'est une discussion sur la recherche, parfois c'est une discussion sur beaucoup d'aspects. Ce qu'on aimerait, nous, aujourd'hui, c'est aussi aller plus loin, sortir de cette zone de confort qui est dans l'existant, dans le matériel, mais de parler de la vision, du rôle des universités dans la métropole, pour la métropole du Québec. Sur ce, je veux remercier aussi ma co-porte-parole, Louise Roy, qui a accepté d'être co-porte-parole pour cet événement. Ça voulait dire pour nous de bien comprendre pourquoi on faisait l'événement aujourd'hui. Ça voulait dire d'être en mesure de travailler pour que ce soit un succès, de vous accueillir ici aujourd'hui et éventuellement, à la fin de l'événement, de contribuer à l'interpréter correctement dans ses conclusions. Sans les universités qui vous invitent à ce forum aujourd'hui, Montréal ne serait pas ce qu'elle est, c'est-à-dire une métropole au rayonnement international. Ensemble, nos universités forment l'armature de notre vie intellectuelle, culturelle, scientifique et économique. C'est la charpente qui soutient les diverses forces qui font le succès de notre métropole. Mais voilà, nous craignons que cette armature ne soit affaiblie par les compressions annoncées dans l'enseignement supérieur et la recherche et par les questions de sous-financement que nous avons soulevées. Si nous affaiblissons nos universités, c'est l'influence et la force d'attraction de Montréal à l'échelle internationale que nous mettons en péril. Si nos universités sont mal soutenues, les impacts à moyen et long terme ne vont pas tarder à se faire sentir. Montréal compte plus de chercheurs universitaires que toute autre ville au Canada. Et quand on regarde le nombre de publications scientifiques qui émanent de Montréal, nous sommes dans le même club que Boston, Washington et San Francisco. Mais nos universités font bien plus que de rehausser le statut de notre métropole. Elles attirent à Montréal des dizaines de milliers de jeunes gens de toutes les régions du Québec, de toutes les provinces du Canada et de tous les continents. Plus de 20 000 étudiants viennent hors du Québec. Des jeunes gens instruits et cultivés qui insufflent leur énergie à la ville, qui consomment ses services et enrichissent sa vie culturelle. Nos universités assurent la formation d'une main-d'œuvre qualifiée pour nos entreprises, mais aussi pour les hôpitaux, les écoles et les organismes communautaires. Elles donnent vie à tout un écosystème d'innovation en formant des chercheurs qui préparent le terrain à la recherche et au développement de demain. Elles soutiennent notre communauté en offrant une panoplie de services qui vont des cliniques de soins dentaires pour les personnes itinérantes aux visites d'animation scientifique dans les écoles primaires. Chaque année, à la fin avril ou à la fin mai, Montréal fait l'expérience du plus important transfert de connaissances de toute notre société. C'est le transfert de dizaines de milliers de diplômés des universités aux entreprises et aux organisations publiques. Montréal est aussi en excellente position pour récolter les fruits de la recherche universitaire.
Dans nos laboratoires, des chercheurs inventent des matériaux plus légers et plus résistants qui pourraient se retrouver dans nos infrastructures, nos avions ou nos simulateurs de vol. Dans nos hôpitaux universitaires, nous testons des thérapies à base de cellules souches qui pourraient sauver des vies. Par la recherche en sociologie et en histoire, nos universités contribuent à définir notre identité. Dans les facultés de musique et de beaux-arts, nous formons les Denis Arcand et les Robert Lepage de demain. Et dans les départements de philosophie, nous réfléchissons au sens profond de notre existence. Je m'arrête ici. Je pourrais continuer encore longtemps. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque la qualité de nos universités est menacée, c'est tout ce que je viens de nommer qui est en danger. Voilà pourquoi la rencontre d'aujourd'hui est cruciale pour l'avenir de notre métropole. À l'approche du sommet sur l'enseignement supérieur, les forces vives de la métropole doivent partager une vision d'avenir commune. Pour être entendus, nous devons parler d'une seule voix. Mais avant d'en appeler à la mobilisation de tous, nous devons, en tant qu'université, bien expliquer notre rôle et notre contribution à la société. Et nous devons aussi bien comprendre les attentes qu'ont les membres de la communauté envers nous. Et en tenant ce forum, je crois sincèrement que nous construisons une nouvelle dynamique, une dynamique qui est essentielle et qui ne pourra être que bénéfique pour notre métropole, mais pour nous tous aussi. Alors, je souhaite que ce forum soit le début d'une longue et fructueuse collaboration entre les universités, mais entre les universités aussi et les membres de la communauté qui sont présents ici, et qu'il soit également l'occasion d'une expression de points de vue qui vont enrichir essentiellement et substantiellement le débat sur l'avenir de nos universités. Bonjour, Mesdames et Messieurs les conférenciers, chers concitoyennes et concitoyennes. Je veux d'abord remercier le président de la Chambre, Michel Leblanc, d'avoir accepté d'organiser ce forum très important et de l'actualité. Je veux aussi remercier Mme Louise Roy, qui, au nom de l'ensemble des institutions universitaires de la région métropole, a demandé ce forum. Nous connaissons tous son attachement à Montréal et je veux répondre à son appel à soutenir clairement les universités parce qu'elles jouent un rôle primordial dans l'histoire de Montréal, dans son développement et dans notre avenir collectif. Je suis très heureux de prendre la parole pour lancer les échanges et répondre aux questions qui nous ont été posées. Premièrement, quelle est la contribution des universités au développement socio-économique et culturel d'une métropole comme Montréal? À mon point de vue, elle est énorme et essentielle. Et je crois que cela fait reconnaissance et consensus. Les universités forment des ressources humaines qui créent notre recherche collective, autant dans les entreprises que dans les institutions, des services publics, la culture et aussi la santé. Et pour jouer vraiment un rôle, une métropole a besoin d'être à la fine pointe de savoir. Et c'est ce que Montréal est devenu, grâce à l'éducation de sa population, la qualité de sa main-d'œuvre et la créativité de ses chercheurs, ses artistes et ses entrepreneurs. Pour arriver à cela, les universités ont été des institutions essentielles. Cette forte présence universitaire a aussi comme impact la masse de centres de recherche qui se concentrent à Montréal. Le Grand Montréal est le plus important pôle de recherche et développement au Canada. Montréal est le 7e au top 20 des villes technologiques en Amérique du Nord qui atteignent le plus fort taux d'emploi en haute technologie. C'est grâce à nos universités que Montréal a pu développer des grappes industrielles performantes et compétitives au niveau international, en aérospatial, en sciences de la vie, en technologie de l'information et communication, et bientôt, souhaitons-le, en technologie verte et en finance.
Malgré cette contribution phénoménale au développement de notre métropole, Montréal a encore un grand défi à relever. Nous avons besoin des universités accessibles, ouvertes à tous et toutes, dans tous les domaines de l'éducation supérieure. Un diplôme universitaire est aujourd'hui aussi nécessaire pour obtenir un emploi de qualité que l'était autrefois un diplôme de secondaire. Pour moi, Montréal doit être reconnu clairement comme une ville universitaire. En conclusion, je veux déclarer que les universités doivent être soutenues fermement pour remplir pleinement leur mission. Je souhaite que nous pourrons tous ensemble convaincre la population et les gouvernements qu'il faut la pleine d'investissement dans l'éducation, d'en faire une vraie priorité et de soutenir nos universités dans leurs grandes missions et dans leur contribution dans l'avenir de Montréal, métropole universitaire. En 1945, le paysage universitaire de Montréal jette les bases de sa configuration totale. Les établissements d'enseignement supérieur relèvent tous du secteur privé à Montréal, comme dans le reste du Québec. L'État est absent ou si peu présent. Résultat d'initiatives privées, comme ce fut le cas en 1821 lorsque James McGill lègue les fonds nécessaires à la création de la première université montréalaise qui va porter son nom, ou encore interventions de l'Église qui sont à l'origine de Loyola College, l'œuvre des Jésuites anglophones, et de l'Université de Montréal. L'État intervient de façon très timide. Durant les années 50, le gouvernement de l'Union nationale est plus ou moins forcé de délier un peu les cordons de la bourse en faveur de l'enseignement supérieur. Pendant presque 10 ans, Duplessis va interdire aux établissements universitaires d'accepter les subventions mises à leur disposition par le gouvernement fédéral dans le sillage de la commission Massé, commission sur l'avancement des arts, des lettres et des sciences. Bref, la période 1945-1960 est témoin de la relance des institutions universitaires après la saignée de la Grande Dépression. À la faveur de la Révolution tranquille, c'est tout le système universitaire au Québec qui est soit recomposé ou créé de toutes pièces. Montréal s'engouffre dans le mouvement et va vivre 15 années de changements importants et lourds de conséquences. Les universités vont donc bénéficier de l'appui de l'État, un appui qui reposera sur des critères objectifs mis au point par le ministère de l'Éducation. Cette dernière phase, où se conjuguent consolidation et développement, va se concrétiser jusqu'à la fin des années 80 grâce au financement de l'État, grâce aussi aux campagnes de souscription auxquelles ont recours toutes les composantes du Montréal universitaire, ou presque. À l'arrivée des années 80, les notions et les menaces d'équilibre budgétaire et de déficit zéro changent la donne. Il faut maintenant, pour les universités, composer avec une réalité différente. Le financement devient un problème, ou redevient un problème majeur. Mais ces étudiants vont devoir composer avec la volonté ou la nécessité de l'État de hausser les frais de scolarité. Ce sera chose faite en 1990 et en 2007. Contestation, mobilisation, grève, un réel malaise s'installe à demeure. Il débouche sur les événements du printemps dernier, il débouche sur le sommet de la fin de ce mois. Montréal dispose maintenant d'une gamme complète dans les 2 langues d'institutions d'enseignement supérieur. Ces institutions jonglent périodiquement avec les 2 mêmes problèmes, le financement et l'accès des étudiants. Montréal attire maintenant une clientèle universitaire internationale qui la hisse, on l'a signalé à quelques reprises déjà, dans le peloton de tête des institutions de haut savoir au Canada et en Amérique du Nord. Par ces institutions universitaires, Montréal est à la fine pointe de la mise en place de la société du savoir qui caractérise et qui est l'effet aussi de la mondialisation.
La chose qu'il faut dire de l'économie à Montréal, en fait, si vous passez à la prochaine slide, il y a 11 institutions, 185 000 étudiants et ça représente un taux d'exportation. 20 de cette activité-là est dirigée vers l'extérieur du Québec. La contribution du secteur, 2,5 du PIB de la région métropolitaine, c'est plus, par exemple, que l'industrie aérospatiale, c'est plus que l'industrie des télécommunications. En fait, il y a des grands blocs comme la construction, la finance qui sont plus importants, mais après ça, et la santé, ensuite de ça, l'éducation. L'éducation supérieure devient importante. C'est 37 000 emplois directs, c'est-à-dire 2 des emplois de la région. Et je vais revenir là-dessus, un apport majeur au capital humain, 12 milliards, et à la productivité, 7 milliards sur une base économique. Les 185 000 étudiants, selon les statistiques du ministère de l'Éducation supérieure, représentaient 140 000 étudiants en équivalent temps plein. 28 000 étaient de l'extérieur du Québec, en fait 8 000 du reste du Canada, 20 000 de l'extérieur du Québec. Et vous voyez sur le tableau la contribution au PIB d'abord de l'enseignement et de la recherche, 3,7 milliards par année. L'hébergement des étudiants étrangers qui viennent ici et qui représentent une injection de 500 millions par année dans l'économie. Et finalement, les visiteurs, l'activité des universités implique beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent ici pour des colloques, passages, ainsi de suite, qui représentent un impact de 140 millions dans l'économie, donc un total de 4,4 milliards. Au niveau des emplois, 56 000 emplois qui sont directs et indirects, qui sont liés directement aux activités universitaires. Donc, c'est une des principales activités motrices de l'économie de la métropole. Par contre, l'impact des universités est beaucoup plus important lorsqu'on regarde le capital humain, c'est-à-dire la formation, le fait que nous avons des personnes bien formées qui vont sur le marché du travail, c'est toujours été le principal impact des universités. Et un capital humain bien formé, ça veut dire que Montréal est une ville qui peut concurrencer à l'échelle mondiale les autres villes qui misent sur le capital humain. Lorsqu'on additionne la contribution sur l'ensemble des étudiants formés qui demeurent dans la ville, dans la région de Montréal, c'est une contribution de l'ordre de 12 milliards par année. Il y a aussi une contribution qui est amenée par la recherche, par les activités de recherche et de développement des universités. Montréal est un principal centre de recherche, le principal centre de recherche universitaire au Canada, avec 1,2 milliard par année de dépensés en recherche, 17 de la recherche universitaire qui est faite au Canada. Cette contribution au facteur de production est estimée à 7 milliards en termes d'innovation, 7 milliards de richesse collective. Les deux principales contributions des universités, au-delà de l'activité économique, les professeurs, les étudiants qui dépensent, c'est l'amélioration du capital humain et l'amélioration du savoir qui se retrouve dans les biens et services qui sont plus concurrentiels et plus compétitifs. Mais l'université joue aussi un rôle social. On le voit, et je prends l'exemple des grappes industrielles, en symbiose avec finalement tous les secteurs clés de l'économie. Le principal secteur, c'est les trois principales grappes de Montréal, sont techno, c'est-à-dire toutes les technologies d'information, qui à Montréal comptent au-delà de 100 000 emplois. In vivo, toute la grappe pharmacologique et la grappe des sciences de la santé, la grappe aérospatiale et la grappe financière qui est en train de se développer avec, si vous voyez, à votre droite, c'est tout, ça c'est le cycle du bureau
du cinéma, mais en fait, c'est toute la grappe culturelle, et de l'autre côté, c'est la grappe des technologies propres. Les universités participent à la formation dans ces grappes-là, participent à la recherche et participent dans des projets, sont autour de la table, sont continuellement en symbiose avec ces industries-là. Et c'est un rôle important. Autour de la table, les universités apportent des idées nouvelles, apportent une perspective différente, apportent aussi des ressources. Donc, Montréal est une ville universitaire importante qui dépend des universités. On est le leader canadien en matière de recherche, un des secteurs où est-ce qu'on fait mieux que Toronto, et un des secteurs où notre dualité linguistique à Montréal est un atout pour nous et qu'on sait bien exploiter. Les hôpitaux qui sont universitaires maintiennent les meilleures pratiques, le plus bas résultat de mortalité au Canada. Et les hôpitaux communautaires qui maintiennent un bon lien avec les hôpitaux universitaires maintiennent aussi une meilleure qualité. Pourquoi? 3 raisons. Principalement, les médecins qui décident de travailler dans un endroit universitaire sont pour la plupart les médecins plus inquisitifs, les médecins qui désirent de push the envelope, de trouver les meilleures pratiques. Deuxièmement, les étudiants. Combien d'entre vous avez-vous les enfants? Oui, pour la plupart, tous. Et les étudiantes et les jeunesses poussent constamment, à tout bouchon, leurs profs d'éviter, est-ce qu'on peut dire un mauvais mot? Bullshit. Et on peut dire ça dans un colloque comme ça, pour éviter ça et de maintenir les plus hauts standards. Et troisièmement, il y a beaucoup de littérature, beaucoup de données qui démontrent que les patients qui reçoivent leur traitement dans un essai clinique, dans des hôpitaux universitaires, reçoivent les meilleurs résultats. Ils demeurent plus longs et long terme et ils demeurent dans une meilleure qualité de vie. Écoutez, jamais, au grand jamais, Centraide n'aurait été capable de faire ce qu'il a fait sans l'apport des universitaires. C'est ici de ça dont je veux témoigner ce matin. La transformation de quartiers défavorisés par la participation de tous ceux qui ont une partie de la réponse, la police, les écoles, les CLSC, les organismes communautaires, les instances municipales et gouvernementales, les citoyens eux-mêmes. Centraide fut un acteur important de ces revitalisations et je vais vous dire quelques mots sur le quartier Saint-Michel. Grâce, entre autres, à l'apport de professeurs-chercheurs de l'UQAM, comme le sociologue Benoît Lévesque, dont un des domaines de recherche est le développement local et social, qui fait une large place au dialogue entre les divers mondes, le monde des affaires, syndical, communautaire, institutionnel. Qu'est-ce que ça a donné comme impact à Saint-Michel? Dans un premier temps, le nombre de crimes a diminué de 12 % et est maintenant inférieur à la moyenne montréalaise. Pourquoi? Il y a plusieurs initiatives qui ont été mises en place pour les jeunes. Des clubs de boxe, de soccer, de basketball, des arts martiaux, des patinoires extérieures réfrigérées. Maintenant, 800 personnes ont des logements plus adéquats et mieux adaptés à leurs revenus. Il y a une nouvelle ligne d'autobus pour éviter 2 transferts à cause des carrières, si vous connaissez Saint-Michel. Il y a la mise en place de jardins collectifs, des groupes d'approvisionnement économique. Il y a des projets culturels, les arts nomades, la Fala annuelle, un salon de métiers d'art. Pour arriver à ces résultats, un groupe de partenaires, au début, ils étaient 12. Maintenant, il y en a 120 autour de ce projet de Saint-Michel qui se sont coordonnés autour d'une table de concertation et de son animateur. Il faut dire qu'il y avait la chance dans Saint-Michel d'avoir le Cirque du Soleil. Ça aide. Nous avons constaté, en cours de chemin, que l'animateur avait besoin d'habiletés hors du commun pour arriver à forger des consensus entre toutes ces personnes. Nous avons fait appel
à plusieurs spécialistes, dont Laurent Lapierre, titulaire de la chaire Pierre Péladeau en leadership aux hautes études commerciales, pour nous aider à développer une formation en leadership rassembleur pour ces animateurs. D'ailleurs, Louise Roy faisait partie aussi de ce groupe de réflexion du début. Ils ont été associés de très près au développement du programme qui a eu un impact majeur. Aujourd'hui, plus de 80 animateurs ont été formés et il y a 28 autres quartiers comme Saint-Michel qui sont en grande transformation. Puis tout ce que je viens de vous dire n'aurait pas pu arriver si on n'avait pas eu les universités. Merci beaucoup. D'abord, bonjour. D'abord, j'assume totalement tout lapsus que je peux faire si je confonds Montréal Métropole culturelle et Montréal Métropole universitaire, parce que je suis très habitué à Montréal Métropole culturelle. Pour construire une métropole culturelle, on a bien sûr besoin d'artistes, de professionnels de la culture, mais on doit aussi être appuyé par le milieu des affaires, par les grandes institutions qui sont les vrais creusets de la créativité et de l'innovation. Dans les faits, dans la réalité quotidienne, les universités montréalaises sont des institutions phares de la métropole culturelle, mais elles revendiquent trop peu cette responsabilité et ce rôle. Elles ne se vantent pas suffisamment de leur remarquable et constante contribution à cet égard. Je pense qu'au-delà des enjeux de communication, c'est très important de pointer quelques-unes des contributions très concrètes de nos universités qui sont absolument essentielles au développement d'une métropole culturelle capable de s'inscrire dans la durée, de se réinventer, de se renouveler, de répondre aux aspirations multiples et diversifiées de ses visiteurs, de ceux qui veulent s'y installer et par-dessus tout des citoyens de toutes origines et conditions. Je ne donnerai pas de chiffres ni ne nommerai d'universités particulières, mais d'abord, je pense qu'il faut rappeler que les universités, sont des grands contributeurs pour former des artistes. Deuxièmement, on sait que quand on regarde le secteur culturel, pour chaque artiste, on a besoin d'au moins 5 travailleurs spécialisés pour financer, pour partager, pour mettre en contact, pour analyser, pour médiatiser. Et c'est absolument important, même quand on parle de la contribution des universités au niveau des travailleurs spécialisés de la culture, je pense aussi aux ingénieurs qui suspendent nos artistes de cirque ou nos artistes de théâtre sur toutes les scènes du monde grâce aux machines qui sont inventées. La formation d'enseignants est extrêmement importante pour assurer la suite du monde au niveau des arts. C'est aussi très important de voir que les universités jouent un rôle pour la connaissance des enjeux fondamentaux du développement de l'art, de la culture grâce à la recherche fondamentale et appliquée. Et à cet égard, Montréal n'a rien à envier aux grandes villes du monde. La constance, la profondeur, le rayonnement des recherches et études en sociologie, en histoire de l'art sont tout simplement fabuleuses. Comme praticien, je peux témoigner aussi de la volonté grandissante de rompre avec le syndrome de la tour d'ivoire qui coupe toutes ces activités intellectuelles de haut niveau du changement social, comme en parlait Mme Leguire. L'expérimentation et la création artistique qui sont présentées dans les salles de spectacle et dans les galeries des campus universitaires sont aussi extrêmement importants. Le rôle et le rayonnement international grâce aux grands réseaux que les universités maintiennent et entretiennent sont importants pour une métropole culturelle, de la même façon que la présence des étudiants étrangers, des étudiants hors Montréal, qui, d'une certaine façon, sont capables de ramener de Montréal une expérience concrète de Montréal comme ville, comme métropole culturelle. Et enfin, les universités jouent un rôle extrêmement important dans le développement d'un public capable d'apprécier l'excellence artistique. Permettez-moi de conclure en disant que dans tout le débat sur l'avenir de l'enseignement supérieur et la situation de nos universités, on entend abondamment parler dans l'espace public et pour cause de déficit, de fossé abyssal, d'argent, de rattrapage, de comparaison avec le reste du Canada, de dépenses, d'investissements, de performances et de compétition. Mais on entend vraiment trop peu parler de valeurs, de sens, de construction humaine, d'élévation, d'émancipation, de civilisation, d'éducation et de culture. Je crois sincèrement qu'il ne faut pas avoir peur de réclamer en toute légitimité votre inestimable contribution à l'édification d'une métropole culturelle dont le Québec ne saurait se passer s'il veut continuer d'être la société distincte, ouverte, moderne, inclusive et durablement prospère qu'il aspire à être. Merci.
Je pense que le rôle spécial des universités, par opposition à peut-être d'autres institutions d'enseignement, c'est que les universités, je pense, doivent préparer les étudiants pour le travail du futur. Donc, c'est vraiment un exercice où les universités doivent penser à quels vont être les domaines du futur, quels vont être les besoins du futur, comment est-ce qu'on peut préparer les étudiants pour les domaines qui vont être importants dans le futur. Alors, l'autre point que je voulais mentionner, c'était le mentorat. Dans un contexte d'un environnement de recherche de plus en plus complexe, le mentorat devient de plus en plus important. La voie pour le futur est de plus en plus complexe. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est juste une réalité et le mentorat est important. Finalement, les universités doivent s'arrimer à leur milieu. Alors, on a entendu aussi plus tôt parler des GRAP locaux, que ce soit la biotech ou l'aéronautique. Et les GRAP locaux doivent figurer très haut, de façon très prominente dans la liste de priorités des universités. Ceci est pour créer le genre de masse critique académique et industrielle, un mélange qui facilitera l'innovation. Donc, mon dernier point, et probablement le plus important, c'est le leadership. Les universités sont des sièges d'excellence où les chercheurs peuvent mettre un focus sur le futur sans les contraintes des actionnaires, par exemple. Alors, dans une entreprise, il y a évidemment beaucoup d'innovation et de recherche qui se fait, mais les universités sont un siège où les gens ils peuvent innover un peu plus, prendre un peu plus de risques et aller un peu plus loin. Donc, je pense que les universités sont très bien placées pour développer les domaines de demain, pas pour suivre la vague, mais être en avant de la vague. Et puis, c'est ça qu'on veut à Montréal. On veut être en avant de la vague, on veut développer une économie du savoir. Et les universités sont vraiment très bien placées. Et pour Fonds d'Action, l'institution financière que je représente, une question s'avère primordiale. C'est celle que, face aux enjeux d'un développement plus durable, comment les universités montréalaises peuvent-elles contribuer à conférer à Montréal un attrait et une reconnaissance incontournables? S'occuper de la responsabilité sociétale de l'entreprise en ce siècle qui commence, c'est agir pour en assurer la pérennité, la rendre plus productive, la positionner sur son marché dans un contexte qui est tout à fait particulier. C'est celui d'un monde qui est confronté à une crise écologique qui est majeure. On ne peut plus penser l'économie sans tenir compte des impacts environnementaux. L'environnement sans tenir compte de l'activité sociale. Le social sans tenir compte des pratiques économiques. Et ça, c'est un changement culturel en profondeur de la manière d'entreprendre et de faire des affaires. Et dans ce contexte particulier, le rôle des universités est on ne peut plus stratégique. Elles doivent, d'une part, s'engager fermement dans ce qu'elles sont le plus à même de réaliser, c'est-à-dire repenser le monde à travers la recherche fondamentale, dans les sciences pures et dans les sciences sociales. Et par leur conjugaison, par la conjugaison des savoirs, on s'attend à ce qu'elles contribuent à stimuler aussi l'innovation. Ce que l'expérience m'a appris, c'est que c'est considéré séparément et dans une perspective de courte vue, l'environnement, l'économique, le social, le culturel, ça s'oppose. Alors que le passage à un autre modèle de développement plus responsable et plus durable exige leur conjugaison, et sur cette conjugaison-là que repose le concept de développement durable. Et c'est dans cette perspective qu'il faudrait pouvoir appréhender les attentes envers les universités montréalaises, puis peut-être aussi les attentes des universités envers la communauté d'affaires. En résumé et pour conclure, je dirais que pour faire face aux enjeux de notre temps, lorsqu'on parle d'interdisciplinarité, de transversalité ou de même de transdisciplinarité, c'est que pour faire face aux enjeux de notre temps, le développement de nouvelles connaissances s'impose. La recherche fondamentale ne peut pas être déterminée par des objectifs d'utilité à court terme. Les universités sont plus que des entreprises soumises à la concurrence.
elles ont une obligation de complémentarité et de collaboration dans la production de la connaissance. Et miser sur l'accessibilité à des études supérieures, c'est ce qu'il y a de plus profitable pour notre population. Je dirais que l'enseignement supérieur fait partie du bien commun et des infrastructures d'une société moderne. Le 21e siècle, ma conviction est celle qu'il sera celui du développement durable et par le fait même de nouvelles conjugaisons de connaissances permettant de développer de nouveaux savoirs et qu'il est important donc de réunir les forces, les expertises et les compétences afin d'en consolider les fondements. Un Africain qui, du plus sérieusement du monde, disait si vous trouvez que l'éducation supérieure, ça coûte trop cher à votre société, il dit essayez donc l'ignorance pour voir. On n'en est pas là, mais il y a là quelque chose à se souvenir. Montréal, en fait, c'est devenu le Hollywood du jeu vidéo. Et ça, c'est grâce, en fait, à la technologie et la créativité qu'on retrouve ici. Et on en a parlé un peu ce matin. Une ville universitaire, c'est aussi une ville où on retrouve la créativité, où la fine pointe en termes de recherche, en termes de technologie. Et ce n'est pas une coïncidence si le domaine du jeu vidéo a fait vraiment sa place ici. Et ça a été vraiment un des éléments clés, en fait, cette présence des universités pour que Warner Brothers, qui est sollicité, en fait, partout dans le monde, s'installe à Montréal. Et aujourd'hui, nous embauchons, en fait, des gens qui sont en traduction, en scénarisation, en recherche historique, dans les beaux-arts, en fait, de à peu près toutes les facultés. En 2011, au Québec, la production artistique et la programmation, c'était 24 et 21 des postes occupés dans l'industrie. Et la formation, en fait, universitaire est quelque chose qui est privilégié dans notre secteur parce que c'est 52 des postes qui exigent ce type de diplomation. C'est encore plus vrai pour les gens qui sont en gestion de la production. On parle de 85 de diplômés universitaires et aussi en programmation, parce que nous avons plusieurs programmeurs, un peu comme chez CAE aussi. Donc, 81 des personnes qui détiennent une formation universitaire. Et au niveau collégial, c'est 28 des gens. Donc, nous embauchons une majorité d'universitaires et on les fait travailler ensemble. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit en industrie, qu'on voit peut-être moins au niveau universitaire, c'est que ces gens-là, en fait, moi, je dis souvent que les gens qu'on retrouve chez nous, ce n'est pas les gens qui se tenaient nécessairement ensemble à l'université. Donc, les informaticiens avec les artistes, je peux vous dire que ça fait des 5 à 7 intéressants. Et donc, ça montre en fait qu'il y a une grande créativité à Montréal et ce qui se fait ici, vraiment, voyage à travers le monde. Mais je pense qu'au-delà, on a parlé un peu de formation, on peut faire encore plus en termes d'innovation et de créativité. Donc, moi, je pense qu'il y a certaines pistes qui sont intéressantes pour nous. On en a parlé, entre autres. L'insertion professionnelle, s'assurer que, en fait, les étudiants qui arrivent sur le marché du travail soient mieux formés, soient mieux prêts à faire face, en fait, aux défis de ce qui se passe en entreprise. Aussi, l'entrepreneuriat, on en a parlé avec M. Beaulieu, il faut qu'on puisse mieux faire en sorte que nos étudiants captent, en fait, comment se lancer, en fait, en affaires et être plus aptes à créer, en fait, de la valeur. Il y a le transfert des connaissances aussi, d'avoir des meilleures passerelles entre les universités et les entreprises. Et je pense que ça, en fait, ça peut devenir, en fait, un axe compétitif pour à la fois les entreprises et les universités. Et aussi le fait que, ce qu'on appellerait le lifelong learning, l'université, finalement, ça n'arrête pas à la graduation. C'est quelque chose qui doit se continuer, que les gens ne doivent pas perdre le lien, une fois qu'ils sont sur le marché du travail, avec l'éducation, une espèce d'éducation permanente. Donc, il faut être capable de penser qu'un meilleur lien entre les entreprises et les universités va nous permettre d'établir, en fait, sur le long terme, une connexion qui sera durable. L'avancement d'une métropole comme Montréal passe par une cohésion sociale qui est concrète et surtout durable.
Et dans cette cohésion sociale, nous avons le monde des affaires, le monde politique, le monde philanthropique, mais nous avons également le monde de l'éducation. Et dans ce monde de l'éducation, il est certain que nous avons les universités qui ont un rôle primordial et important à jouer pour cette cohésion sociale. Et il est certain que les universités ont un impact à long terme dans la communauté, que ce soit à travers des chercheurs ou que ce soit à travers la formation de leaders émergents. Votre impact à long terme est clair. Par contre, il ne faut pas sous-estimer l'impact à court terme que vous pouvez avoir dans vos communautés, que ce soit pour adresser des problématiques sociétales comme le décrochage scolaire, comme l'itinérance ou comme le développement durable, entre autres. Vous avez le pouvoir d'avoir un impact aujourd'hui, à court terme. Un des projets est né grâce à l'appui de la Polytechnique et de l'ETS, c'est un projet en robotique qui nous a permis de cibler des jeunes qui avaient des difficultés en mathématiques, sciences, technologies, des jeunes qui étaient ciblés à risque parce qu'ils avaient des troubles d'apprentissage ou des troubles de comportement. Et donc, ce projet permet à des jeunes de construire des robots de haute technologie, de haut calibre, qui doivent jouer à un sport. Il y a 2 ans, c'était le soccer. Il y a 1 an, c'était le basketball. Cette année, c'est le frisbee. Et donc, à travers ce projet, nous avons des élèves du secondaire et même du primaire qui ont accès à une technologie de haut calibre. Nous avons des étudiants universitaires qui offrent 15 heures par semaine pour mener de l'avant ce projet. Et nous avons une liste d'entreprises importantes qui viennent soutenir l'étudiant universitaire dans ces projets. On parle d'entreprises comme Bombardier, comme CAE, on parle d'institutions comme Hydro-Québec, Pratt & Whitney, Vigilant Global, Autodesk, GE, Héroux DevTech, entre autres. La liste est un peu plus longue, mais j'ai gardé ici les partenaires principaux. Encore une fois, un projet qui démontre le côté gagnant-gagnant. Gagnant pour l'étudiant universitaire, pour l'université qui s'engage dans sa communauté, mais gagnant aussi pour des élèves et des jeunes à risque. L'innovation sociale se développe de plus en plus à Montréal. Nous avons 3 demandes envers les universités. La première, c'est envers vos chercheurs. On a besoin d'évaluer les retombées de nos programmes. On a besoin d'évaluer et de quantifier l'impact de nos initiatives. Parce que c'est bien beau de dire on a fait ci, on a fait ça, mais si on ne peut pas chiffrer et devenir un modèle pour le reste du Canada, pour le reste du Québec, pour le reste du Canada et pour le reste du monde, eh bien, on ne pourra jamais parler de concret et d'impact réel. Ça, c'est la demande envers vos chercheurs. La demande envers vos étudiants ou la demande des étudiants envers des universités est continuer à soutenir les programmes qui offrent des crédits universitaires aux étudiants qui s'impliquent dans leur communauté. Beaucoup d'étudiants donnent 20-25 heures de leur temps au niveau engagement social, mais ne reçoivent aucun crédit pour leur engagement. Donc, pensez à comment vous pouvez reconnaître l'engagement de vos étudiants. Et la troisième demande, c'est envers votre administration. Vous êtes les décideurs, vous prenez ces décisions, vous êtes capable de permettre à vos étudiants universitaires d'avoir un vrai impact dans leur communauté. Et donc, si on veut vraiment parler de concret et on veut parler des besoins de la communauté, eh bien, ça commence avec vos oreilles, vos décisions et votre équipe. Merci. En théorie, dans le monde d'aujourd'hui, la première ville universitaire d'un pays devrait être la ville la plus prospère. Les villes universitaires, en fait, ce sont celles qui attirent et concentrent les talents. Ce sont celles où on invente des solutions qui sont commercialisées par des entreprises, qui naissent et qui grandissent. Ce sont des villes où tout le monde a envie d'être pour voir avant les autres ce dont demain sera fait. La recherche et le développement jouent un rôle absolument crucial et ça se veut un atout stratégique pour une entreprise comme la nôtre. D'où l'importance d'investir, mais aussi de recruter les meilleurs cerveaux. Pour réaliser ces mandats de façon compétitive, le CRDA est en constante interaction avec un vaste réseau de partenaires regroupant des universités canadiennes, des universités internationales, des laboratoires, des centres spécialisés, ainsi que des équipementiers. Dans un contexte de très forte concurrence mondiale, la R&D doit impérativement augmenter son agilité, sa rapidité d'exécution et développer le travail en réseau. Nous devons donc constamment adapter notre façon de faire la R&D pour répondre aux réalités et aux besoins de marché qui évoluent constamment et de plus en plus vite.
Nos centres de recherche sont les gardiens de notre compétitivité. Ils sont une plateforme mondiale du développement de nos technologies. Ce qui permet à une société de prospérer aujourd'hui, ce sont des entreprises qui s'engagent à long terme dans ce que j'appelle un capitalisme durable. Pour mettre en œuvre ce capitalisme durable, il faut un savoir dynamique qui nourrit l'innovation, qui permet de relever le défi de la productivité. Pour être les meilleurs, il faut attirer les meilleurs et former les meilleurs. Et ça commence dans nos institutions d'enseignement, dont nos universités. Parce qu'il y a ce savoir au Québec et dans nos universités, nous avons investi dans ce projet majeur d'1,2 milliard. Et parce que nous avons plus de 7 000 employés bien rémunérés dans les régions du Québec, nous avons aussi près de 800 employés dans notre siège social ici à Montréal qui rayonnent à travers le monde. Savoir, innovation, emploi, tout est lié. Le financement des universités est l'affaire de tous et ça nous inclut, nous, les entreprises. Mais il y a d'autres enjeux que le financement. On a tendance au Québec à voir nos universités comme des institutions régionales. Elles sont pour moi des organisations citoyennes du monde. L'enjeu du rayonnement de nos universités doit faire partie intégrante du débat. Pour maintenir notre niveau de vie, notre niveau de prospérité, il faut impérativement compenser la baisse du nombre de travailleurs en attirant des travailleurs, entre autres, par l'immigration, et il va falloir augmenter le degré de création de richesse par capita, autrement dit, augmenter le PIB par capita. Et ces deux critères de succès passent encore par la robustesse et le rayonnement de nos universités. Alors, j'aimerais reprendre ces deux points. Le lien entre les universités et l'immigration, c'est les étudiants étrangers. Si je passe maintenant au deuxième point, celui du PIB par capita, il faut l'améliorer. Nos universités font encore partie de la solution. Une meilleure performance économique veut dire plus de ressources pour répondre à des besoins croissants au plan social. Il est clair que nos universités sont au point de convergence parce que nos défis sont grands et il est incontestable que la vocation universitaire de Montréal est la clé de la prospérité. Comme des éléments stratégiques d'une action déterminée en faveur de la création durable de la richesse. Et cette action devra se mesurer par une augmentation du taux de diplomation, un rapprochement recherche privée et universitaire, qui sont des facteurs essentiels à un accroissement du PIB par capita. Ça a été mentionné par le panel. Plus le degré de diplomation est élevé, plus le PIB par capita s'élève. Nous avons nos universités un formidable atout, sachant nous en servir. Rappelons-nous qu'une société bien éduquée est une société en santé, et une société bien éduquée et en santé est une société prospère pour le long terme. L'importance de l'internationalisation vient d'abord du fait du rôle des universités elles-mêmes, qui ont joué en Occident un rôle de phare constant. On ne peut pas jouer un rôle de phare dans des sociétés sans être branché sur la réalité de ces sociétés. La réalité de nos sociétés, c'est que les sociétés elles-mêmes s'internationalisent par le mouvement du capital, des biens, des personnes, des connaissances, des idées. On estime d'ailleurs que d'ici 2020, il y aura 7 millions d'étudiants internationaux, plus que le double de ce qu'il y a actuellement, qui se promèneront. Il ne faudrait pas que le Québec soit de reste dans l'accaparement d'une partie de ces étudiants. Spécifiquement, donc, ils ont des retombées économiques que j'ai évoquées tout à l'heure, mais aussi, ils contribuent à l'innovation, à la recherche. Ils constituent un bassin d'immigration potentiel important. Ils sont également, ces étudiants internationaux, des sources de réseautage importants. Si l'Internet a été inventé, d'ailleurs, par la collaboration internationale entre les universités et nous permet l'accès aux connaissances, la présence d'étudiants internationaux chez nous permet l'accès à la connaissance du développement des connaissances, ce qui est fondamental à la fois pour nos institutions, nos étudiants et éventuellement nos entreprises. En d'autres termes, il ne s'agit pas simplement pour nous d'aller chercher le contenu des découvertes, mais aussi de s'assurer qu'on est dans le circuit du développement de ces découvertes. Cela présuppose des moyens financiers, je dirais, qui doivent être coordonnés. La Nouvelle-Zélande met 3,9 millions dans la promotion pour attirer des étudiants chez eux. Au Québec, on met 450 millions avec
presque 2 fois plus de population que la Nouvelle-Zélande. On présume cependant qu'il faut que cette approche soit coordonnée, mais qui dit coordonner les universités, certains diraient dit coordonner la quadrature du cercle. Il est sûr que ces institutions indépendantes que sont nos universités hésitent à subir des diktats, mais il est sûrement souhaitable qu'en coopération, elles travaillent à saisir des occasions, et je parlerai dans quelques secondes d'une occasion qui se présente. Et finalement, je vous dirais que tout ça présuppose qu'il y ait une connaissance, un sens des priorités, un minimum de mobilisation des acteurs et qu'on saisisse des opportunités avec une volonté de saisir des opportunités. Et il y en a une opportunité qui se présentera si nous réussissons la négociation avec l'Europe, comme je le souhaite, d'ici quelques semaines. Et beaucoup de coopération pourra découler de cette entente. Il faut y voir les universités et les institutions montréalaises. Je vous remercie. Des boîtes comme Montréal International, on appelle ça des API, des agences de promotion de l'investissement, et il y en a, comme vous le voyez ici, partout dans le monde. Il y en a parce que les territoires font tous le même calcul. Pour un territoire, sa facilité à attirer et à conserver des filiales d'entreprises étrangères, c'est payant. Je vous donne un exemple tout simple. Dans le Grand Montréal, on dénombre quelques 2000 filiales d'entreprises étrangères sur notre territoire. Ces 2000 filiales emploient 165 000 personnes, soit 9 % de l'emploi privé. Mais croyez-le ou non, ces mêmes filiales génèrent 20 % du PIB. Notre métier de prospection chez Montréal International, et c'est un métier, ça consiste bien sûr à cibler les entreprises qui gagneraient à établir une filiale dans le Grand Montréal. Au fil des années, on s'est doté de mécanismes de ciblage qui visent particulièrement les entreprises dans les secteurs de haute technologie. Les statistiques le prouvent, depuis 2005 à 2011, plus de 75 % des résultats d'investissement étranger de Montréal International se retrouvent au sein de 3 grappes de haute technologie: l'aérospatiale, les sciences de la vie et les technologies de la santé et les technologies de l'information et de la communication. Alors, on a eu un succès certain au fil de ces années-là, mais aussi, grâce à nos entrepreneurs locaux, à nos universités, le Grand Montréal est devenu véritablement une métropole de haute technologie. Preuve à l'appui, ce n'est pas surprenant qu'en termes de concentration d'emplois en haute technologie, Montréal se situe au 7e rang des métropoles nord-américaines selon Statistique Canada. Ces facteurs, dont notamment les universités et la main-d'œuvre qualifiée qu'elles contribuent à former, sont, dans le contexte de l'économie du savoir, des vecteurs clés de notre compétitivité et de notre attractivité. On n'a pas encore de données pour 2012, mais ici, on a les données comparatives pour les 5 grandes villes canadiennes pour la décennie 1999 à 2009. Ce qui est préoccupant ici, ce ne sont pas les données en chiffres absolus. C'est plutôt les taux de croissance annualisés moyens, le TCAM, Compound Annual Growth Rate pour les Anglos, le TCAM pour la période de 1999 à 2009. À 2,1 %, la croissance moyenne de la population étudiante à Montréal est moins de la moitié des taux de croissance observés dans les 4 autres villes. On s'en tire bien au niveau des dollars de recherche, mais encore une fois, la concurrence nous talonne et même, dans certains cas, Toronto-Vancouver nous dépasse. Alors, pour m'amuser un peu sur la métaphore, je vous laisse donc avec la question suivante et finale. Sur quelle pédale, comme société, choisirons-nous d'appuyer? Le frein ou l'accélérateur? Merci. D'abord, je tiens à remercier les recteurs. Ce qui s'est produit aujourd'hui, c'est le résultat de 2 mois de travail. Ça a été de se dire, il y a 2 mois, qu'est-ce qu'on peut faire pour amener au centre du débat quelque chose qui en est assez absent, et c'est le rôle névralgique absolument crucial des universités pour la métropole et pour le Québec. Deuxième élément de la conclusion, une fois que je vous ai remercié, c'est de vous dire que vous avez probablement entendu des choses qui vous plaisent, ne serait-ce à quel point les universités représentent une force, à quel point depuis 1945, comme le dit Paul-Henri Comeau, on a évolué vers une place où nos universités sont essentielles à notre succès, à notre réussite collective.
elle est fragilisée, elle est menacée. Les chiffres parlent d'eux-mêmes en termes de fréquentation, en termes de nombre d'étudiants, en termes de nombre d'étudiants étrangers. Et d'après moi, nos universités, d'abord, elles contribuent à l'intelligence de la métropole. Je pensais à nous dire quels seraient les deux messages. Bien, être contre un financement adéquat des universités, c'est être pour l'appauvrissement du Québec, et être contre un financement adéquat de la recherche, c'est être pour maintenir le Québec dans l'ignorance. Si ces deux concepts-là sortent, ça va nous amener collectivement à être pour un financement adéquat des universités. Louis, c'était ma conclusion. On a eu ce matin des témoignages très vibrants quant au rôle, à l'impact, à la contribution qu'on a envers le milieu universitaire, les attentes qu'on a envers le milieu universitaire, mais également comment nos ressources humaines, les emplois spécialisés, les talents créatifs, le mentorat, l'accompagnement qui est fait par les universités, par les professeurs ou par les étudiants. On a eu beaucoup d'exemples vibrants et tout ça témoigne bien d'une évidence, c'est que les universités et la formation des talents, ça constitue un élément fondamental pour tous les secteurs et tous les milieux de notre société. Les recteurs ont été bien à l'écoute. On a eu des messages à l'effet que les universités ont une obligation de collaborer. Elles le font déjà, mais je pense qu'il y a eu des messages pour amplifier ces collaborations-là et de complémentarité aussi en matière de développement des connaissances et de décloisonner les façons de travailler, de renforcer les collaborations et les transferts de connaissances. On a aussi eu le message que les universités doivent mieux faire connaître leur rapport, leur rôle et leur contribution. Je pense